Bienvenue sur les conversations autour de la parentalité sur le média C'est Alma. Mon invité du jour s'appelle Papa Cher Jack. L'on dit de sa femme que c'est l'une des meilleures créatrices de contenu, si ce n'est pas la meilleure créatrice de contenu au Sénégal, parce qu'elle est positive, parce que c'est une boule d'énergie, parce qu'elle est touche à tout, parce qu'elle est créative, tout simplement. Elle s'appelle Maïmouna Thiam. Maïmouna avait partagé il y a quelques mois un peu son parcours sur la maternité. Et je me rappelle, cela m'avait... Je l'ai suivi avec attention parce que cela m'avait marqué, cela m'avait intéressé. Je me rappelle que lorsqu'elle avait fait ce partage, il y a eu beaucoup de retours de la part des femmes de sa communauté qui lui partageaient ce qu'elle vivait, les challenges, les défis qu'elle vivait autour de la maternité. Et ce passage m'avait vraiment marqué. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Maïmouna parle souvent de son époux sur ses contenus ou dans ses contenus. Et elle le présente ou elle l'appelle Kifigun. En traduction littérale, ça voudrait dire le meilleur d'entre nous. Ou alors Monsieur Jack. Donc, Monsieur Jack, Kifigun ou Papa Cher Jack est l'un des personnages principaux dans le contenu de Maïmouna Thiam. Et j'ai voulu l'inviter pour savoir c'est quoi son rapport à la parentalité de sa fenêtre d'homme, d'époux, de papa. Quel est son rapport à la paternité? Quel est son rapport à la maternité? C'est quoi ses avis sur le sujet ou sur les sujets de transmission et d'éducation? Et la conversation fut belle, riche, très authentique, très émouvant par moments, parfois très philosophique, d'autres fois très axée sur certaines de nos pratiques sociales au Sénégal et en Afrique de manière générale. Bref, j'ai adoré cette conversation. Je vous laisse la découvrir et puis on en reparle juste après. Bonjour, Monsieur Jack. Bonjour, Madame Thior. Ça me fait bizarre de t'appeler Monsieur Jack parce que... Oui, parce que moi, c'est Pape Cher que je connais en fait. Ouais. Donc bonjour Pape Cher. C'est Aminata. Ouais. Bonjour Pape Cher, ça va? Bonjour Aminata, très bien et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Franchement, je t'appelle et je te dis, Pape Cher, C'est Alma va ouvrir une nouvelle thématique sur la parentalité. Et non la beauté. Et non la beauté. Et oui, j'ai envie de t'écouter parce qu'on sait ce que Maïmouna pense de la maternité, un tout petit peu en tout cas, parce qu'elle a partagé ça sur ses réseaux sociaux. Mais moi, j'ai envie de voir ton avis de ta fenêtre, ton vécu de ta fenêtre d'homme. Et tu me dis, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc c'est un oui. Et cette réponse, ça m'a marqué. Ouais. Et ma première question, c'est pourquoi ça te tient à cœur, la parentalité? Je m'attendais à cette question, du coup. Forcément. Non, déjà, je pense que c'est, comme je disais, on en a discuté au tout début, mais je pense que c'est une chance qui nous est offerte de marquer le monde à travers l'éducation ou en tout cas tout ce qu'on inculque à nos enfants. Et je pense qu'à l'issue, c'est l'une des plus belles réalisations qu'on peut faire sur Terre. C'est vrai? Je pense. Je pense qu'il y a pas mieux comme réalisation que de dire que mon fils a fait ou ma fille a fait. C'est vrai? Je pense que j'ai fait, c'est bien, mais mon enfant a fait, c'est incroyable. Et je le vois aujourd'hui, je me satisfais, le plaisir que je trouve, la satisfaction que je trouve à voir les petites réalisations que mon fils fait par rapport aux grandes réalisations que je fais, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, t'as toujours voulu être papa. C'est pas quelque chose qui est... Je me suis mariée, la suite logique, c'est être papa. Non, c'est quelque chose que tu voulais profondément. Oui. Oui? Oui. Moi, j'ai toujours voulu... Il y a de l'historique, hein, mais j'ai toujours dit que... Alors, il le sait pas. Peut-être qu'il va le découvrir d'ailleurs pendant ce podcast-là. Mais déjà, on a des relations très particulières en tant que Sénégalais et Africains avec nos pères. Mais parfois, c'est les meilleures références qu'on peut avoir dans sa vie. Et donc, moi, j'ai pu avoir donc qu'à bénéficier de quelqu'un qui a énormément fait
pour nous, mais je dirais pour moi aussi. Mhm. Et mon principal challenge, et ça je pense qu'ouvertement il y a beaucoup de gens qui le savent, c'est de dire que j'aurais échoué si je ne parviens pas à faire plus que ce que mon père a fait pour moi. Parce que pour moi, la vie, c'est une course de relais. Mhm. Et on doit se passer le témoin. Mhm. Mais également, je pense que plus que passer le témoin, le gars à qui tu passes le témoin, il se doit de courir plus vite, de se donner encore plus, etc. Parce que c'est une éternelle... c'est un éternel combat. Mais voilà, bref, pour ne pas être long, mon père a fait, et j'ai vu ce qu'il a fait. Et moi, comme challenge, je me suis toujours imposé le fait que je dois faire pour mes enfants plus que ce que mon père a fait pour moi. Sauf que ça, c'est dur, on est d'accord. Et c'est hyper dur. C'est très dur. C'est on part hyper de dur. très loin par rapport... Ok, j'y reviendrai. Je vais creuser ce point sur la transmission, sur le passage de relais que j'appelle transmission. Mais avant qu'on creuse, Pape Cheikh, si tu devais te présenter là maintenant, comment tu te présenterais? Parce qu'on parle, mais tu t'es pas présenté et les gens ne savent pas qui tu es. C'est vrai. Je m'appelle donc Papa Cheikh. ce qui est d'ailleurs une première source d'ironie chez moi, parce que mon fils du coup m'appelle Papa Cheikh. Ok. Papa Terre d'ailleurs. Il n'arrive pas à dissocier le papa du Cheikh, pensant que c'est toujours c'est lié, que ton papa, tu dois l'appeler Papa Cheikh. C'est vrai. Donc je suis papa de 2 enfants, marié à une femme incroyable aussi. C'est beau. Et dans la vie de tous les jours, donc je suis consultant en stratégie. Ok. Mais mon métier le plus passionnant, en tout cas à travers lequel je trouve le plus de challenge, c'est évidemment le métier de père, ou même disons de père de famille de façon générale. C'est vrai? Oui. Et ça, tu le dis parce que tu es dans une conversation qui parle de parentalité ou c'est vraiment... Non. Ok. Non, je considère vraiment que c'est le... Moi, je travaille pour ma famille. Ok. Et même de façon plus générale, toute ambition que je me donne, quand je dis aujourd'hui que je veux travailler pour l'État du Sénégal, ma motivation personnelle, c'est de laisser un pays ou un patrimoine ou quoi que ce soit à mes enfants, mais quelque chose qui soit mieux. J'entends. Pour moi, c'est une mission de toujours regarder les choses sous ce prisme-là. Du coup, consultant en stratégie, tu as dit? Oui. C'est comme ça que je t'ai mieux connu d'ailleurs. Tu as accompagné Setalma dans une levée de fonds qu'on faisait. Tu veux, ça dépend de toi, préciser, tu le fais dans une agence de l'État? Non, je le fais dans un cabinet. Dans un cabinet qui s'appelle A&A Strategy, qui a été créé il y a à peu près 6 ans. Que moi j'ai rejoint il y a 5 ans du coup, tout début. Tout début, ok. Là aussi c'est une belle histoire parce que c'est quand j'ai rejoint, le cabinet venait de se créer et je venais de quitter une grande marque de conseil à Paris, à la Défense, sur une tour à 30 étages. Et il y a mon père qui, toujours, on revient à cette histoire de paternalité, parce que j'ai cette relation avec lui où, quand je veux faire quelque chose, je le consulte. Jusqu'à présent? Donc, jusqu'à présent, okay. Jusqu'à présent. Quand je veux acheter un mouton, c'est mon père qui achète pour moi. Okay. Je le prends, on y va, on achète ensemble. Et donc, pour revenir à la tour de la Défense, donc, je dis à mon père, je veux revenir au Sénégal. Et j'ai l'intention de rejoindre tel cabinet. Donc il recherche, il voit sur Google Maps un immeuble qui est en construction. Il compare ça à la tour de la Défense. Il me dit mais t'es fou. Tu veux rejoindre un cabinet comme ça qui n'a encore rien construit, tu mets en péril ta carrière. Donc c'est des moments, c'était la première fois je pense où je devais un peu step up. Pour essayer de prouver quelque chose. Et donc, on a eu cette discussion et je lui ai dit, je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on dit. C'est vraiment une ambition, une mission personnelle. Quand je rentre au Sénégal, je veux aider à construire la première marque de conseil au Sénégal. Trop bien. Et donc,
Là aussi, bon voilà, il m'a soutenu. Donc quand je suis rentré, moi j'ai habité chez mes parents. C'était un choix aussi d'être avec eux, toujours à côté. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il en est même fier de voir que voilà, cette discussion qu'on a eue il y a 5 ans, aujourd'hui se matérialise. Parce que voilà, je travaille dans un cabinet qui accompagne l'État au plus haut niveau, que ce soit dans les ministères, à la présidence, sur des sujets, comme je disais tout à l'heure, qui participent en tout cas à laisser un meilleur Sénégal à mes enfants. Mais du coup, tu l'as convaincu? Oui. Ok. Et il a compris, sur le coup, oui, en oui, tout oui. cas. Oui. Ok. Oui. Super intéressant. Du coup, cette femme incroyable, on sait qui c'est? Oui, je pense que tout le monde le sait. Ah bon? Ouais. C'est qui? Elle s'appelle Maïmouna Amatou Rahman Thiam. C'est vrai? Oui. Il y a ses autres prénoms, je découvre. C'est ça. Ok. Et donc, comment tu décrirais Maïmouna Thiam? Je pense que tout est dans son prénom. C'est, il y a surtout le dernier prénom qu'elle a, c'est le Rahman. Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'apprécie. D'autres l'apprécient pour d'autres choses, pour le fait qu'elle est courageuse, déterminée, créative. Mais moi, c'est surtout cette femme bienveillante que j'ai connue il y a à peu près 10 ans maintenant. Et avec qui je suis marié depuis 6 ans. C'est cette... qui était ma meilleure amie aussi. Okay. Qui était ma meilleure amie pendant tout le temps où voilà, on n'a pas été ensemble. C'est cette femme aussi qui... Parce que quand je projette, pour revenir toujours à ce sujet de paternalité, un jour je lui disais... j'ai eu la chance également d'avoir une incroyable maman, battante, courageuse, travailleuse, et aussi voilà, mère de famille. Et donc, c'est des qualités qu'on retrouve aussi chez mon épouse, chez Maïmouna. Et donc, quand je rigolais, je lui disais, mais c'est fou parce que tu as exactement les mêmes qualités que ma mère. C'est pas pour être péjoratif, parce que les gens disent que quand tu cherches une femme, tu cherches une deuxième maman. Mais c'est assez surprenant parce qu'elles se ressemblent beaucoup sur ces aspects-là. Et maintenant qu'elles habitent ensemble dans la même maison, c'est fou, mais voilà, mais elles en rigolent. Tu vois. Quand l'une doit se reposer, l'autre est là à lui dire, mais il faut que tu te reposes, que tu as trop carburé. Il dit, mais toi, t'es pareil, tu carbures aussi. C'est beau. C'est très beau. Quand on connaît notre société, c'est très beau. C'est très, très beau. Ma mère, elle a été... elle a cumulé des métiers. Elle rentrait de son boulot, elle partait à un autre boulot. Elle pouvait revenir parfois à 22h parce qu'elle avait un restaurant à un moment donné. Et les restaurants, bon, parfois le chiffre, ça se fait la nuit. Et elle se faisait arnaquer, donc elle bataillait. Elle a été dans des milieux où il y a des hommes aussi. Elle a fait beaucoup de commerce. Elle se fait arnaquer aussi. Elle a beaucoup bataillé. Mais elle a tenu. C'est beau aussi ce que tu dis. C'est très beau. Sur ta mère. Ouais. Très bien. Et du coup, tu dis à Maïmouna, je vais faire une interview avec Aminata. C'est ça. Il te dit, mais Aminata, c'est cette Alma. Ah ouais. Mais cette Alma, c'est la beauté. Ouais. Et qu'est-ce que tu dis, Pape Cher, à ça? Et j'ai dit, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, tu es là, tu vas parler de parentalité. Pourquoi je ne devrais pas parler de beauté? C'est bon, pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Non, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Du coup, t'as ton rôle, enfin pas ton rôle, ton modèle, le modèle du papa que tu veux être, ce serait ton père. Ce serait mon père en mieux. En mieux. Ce serait mon père en mieux. Parce que je n'ai pas le droit de faire moins que mon père. Pourquoi t'as pas le droit? C'est pas une pression que tu te mets en disant je n'ai pas le droit. Ma vie n'est que pression. Ouais, pourquoi? Une pression que t'infliges ou que tu t'infliges toi-même? Non, que je m'inflige. Ouais, c'est-à-dire que moi, mes parents, ils ne demandent pas grand-chose. À part, voilà, il y a des choses, bien sûr, c'est de l'ordre de la normalité. Bien se comporter, bien se conduire, etc. Mais voilà, mon père, c'est le premier à me dire il faut que tu te reposes pour faire ceci. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie que ceci, que cela. Mais moi, je m'impose une certaine pression. Et c'est moi qui me le mets. Okay. Parce que c'est un principe de vie où j'estime qu'il y aura un temps pour tout. Il y a un temps
Il y aura un temps certainement pour se reposer. Je pense qu'il y a une histoire incroyable avec le prophète et je pense que c'est Abou Bakr, où il lui disait à sa mort là, c'était comment le premier, les premiers jours, etc. Il disait mais je vais faire l'une des meilleures siestes ou l'un des meilleurs sommeils. Je vais pouvoir enfin me reposer. Et donc moi, évidemment, en tant que croyant, j'adhère à cet esprit-là, de se dire que on est sur Terre pour une mission donnée, et donc on la remplit, et après à l'éternité, voilà, quand on sera plus là, on aura tout le temps de se reposer et de faire des choses à un rythme plus lent, de prendre son temps, etc. Parce que le temps ne comptera plus. Mais aujourd'hui, quand même, le temps compte. Pour moi, c'est important de se fixer des milestones et de se dire, à telle étape de ma vie, voici ce que je voudrais faire. Et pour différents sujets de la vie, donc, dont la famille, le travail, les relations, etc. Ok, j'entends. C'est intéressant. Je note surtout un sujet sur la foi, la religion. Oui. J'espère qu'on y reviendra. Du coup, là, tes parents, papa de 2 enfants. 2. Un garçon et une fille. Quel âge? Alors, le garçon, il a bientôt 4 ans, en décembre. Et la fille, elle aura 1 an en janvier. Ok. Donc, pour les prénoms, toujours, on ne divulgue pas ou? Non, ouais, on divulgue pas. Ok. Mais on a, pour donner juste, mes enfants ont tous 3 prénoms. Ah oui? Oui. Un prénom de ma famille, un prénom de la famille de ma femme. Et le 3e, c'est toujours référence à une personne qui n'est plus là, mais qui a marqué également nos vies. Nos vies, donc ouais. À tous les 2? À tous les... Non, individuellement. Le garçon, c'était mon parrain. Ok. Qui a beaucoup contribué à ce que je suis également. Et pour ma fille, c'est la badienne de Maïmouna, qui également a contribué beaucoup à ce qu'elle est. Ok. Et du coup, quand tu dis que tu passes beaucoup de temps sur ta parentalité ou le fait d'être papa, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je passe pas beaucoup de temps. C'est vrai? Non. En fait, j'ai un travail qui est très prenant. Quand je disais que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que, du coup, le verso, on va dire, c'est comment quelqu'un qui quitte chez lui à 7h du matin, revient parfois à 22h, 23h, comment il peut trouver du temps pour être un bon papa. C'est extrêmement difficile. Et donc, toute ma vie se résume à piloter aujourd'hui ma relation avec mes enfants. Parce que je sais que c'est ce qui me tient à cœur. Et je sais qu'une partie de ce pourquoi je travaille, c'est pour eux. Mais je dois quand même trouver un moment, parce que la présence est très important. Mais au-delà de la présence, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne présence. Et donc, quand je dis ça me tient à cœur, c'est que toute ma réflexion, c'est de me dire comment je peux avoir une bonne présence avec mes enfants. Et donc, concrètement, ça se traduit comment? Comment tu trouves cette bonne présence? C'est quoi le quotidien? Donne-moi une journée type ou une semaine type. Alors, une journée type, c'est, disons, une journée en semaine. C'est, je me lève, je vois pas mon fils, il est parti à l'école. Enfin, je suis parti avant lui, il est parti après moi, mais en tout cas, on se voit pas beaucoup. Mais ce qui est assez marquant, c'est que le soir, il m'attend. Ok. 22h, il m'attend. Quand j'ouvre la porte, c'est papa. Okay. Et donc, première chose, évidemment, c'est voilà, je te débarbouille et tu essaies de passer les 30 minutes avec ton enfant. Mais là où je dis que j'ai beaucoup de regrets, j'en discutais avec Maïmouna il y a quelques jours d'ailleurs, je pense que c'était dimanche ou samedi. Elle m'a demandé ce serait quoi la chose la plus précieuse que tu pourrais avoir, ou en tout cas quelque chose que tu changerais dans notre organisation de famille. Et je lui disais, je serais satisfait le jour où je pourrais rentrer tous les soirs, manger avec mes enfants, passer 1 heure ou 2 heures avec eux,
et ensuite qu'ils aillent s'endormir et que ce soit pas minuit ou 23 heures. Mais donc voilà, ça aujourd'hui je l'ai pas. Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Qu'est-ce qui bloque? Alors je vais revenir sur ça. Oui. Je finis juste sur Vas-y, pardon. Ça c'est la semaine. Pardon. Maintenant il y a un moment très important qui est le week-end. Où ça commence déjà le samedi matin, où j'ai un rituel avec mon fils. Donc c'est dès qu'il se réveille, en général il aime bien aller à China Mall. Et en fait lui il l'appelle camion conteneur. Parce qu'il va à China Mall, il achète un camion conteneur et il joue avec le week-end. Ok. Et donc bon, c'est un rituel qu'on a pu trouver aujourd'hui. C'est-à-dire le samedi matin, je le prends, on va faire nos courses. On finit soit à China Mall ou à Sea Plaza sur l'esplanade. Seul ou à 3? À 2. À 2. Lui Vous 2. et moi. Ok, très Parce bien. que c'est quelque chose qu'on a construit avant du coup la naissance de la deuxième. Ok. Mais qui, je pense, à un moment donné nous rejoindra. Mais c'est juste forcément. le temps qu'elle sache faire la trottinette. Ouais. Et Ouais. mais elle a son rituel aussi, je reviendrai. Ok. Et donc il fait sa trottinette jusqu'à peut-être midi, 13h. Et après, on rentre à la maison. Soit il va chez ses grands-parents, enfin du côté de Maïmouna, ou il est avec mes parents. Et ça, évidemment, ouais, je ne veux jamais le casser. Ça, c'est notre moment à nous. Et avec ma fille, j'ai un deuxième moment qui est le dimanche matin, où également, voilà, je la prends à partir de 9h, 8h. Et on reste ensemble jusqu'à midi. Toujours seul à 2? Toujours seul à 2. Ok. Il n'y a pas Maïmouna, il n'y a pas mon fils. Ok. Je suis qu'avec elle. Et voilà, parce que j'avais fait ça avec mon fils à sa naissance. Ok. Et je trouvais que c'était... parce qu'il y avait aussi à la naissance de mon fils, parce que comme je passais pas beaucoup de temps à la maison, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. C'était quand il pleurait, je pouvais pas le calmer. Pourquoi? Et même pire, quand il était désagréable, il voulait juste voir sa maman. Ok. Moi, je pouvais apporter mais aucun, j'avais aucun effet, Oui. disons, calmant sur lui. Ok. Et c'était une grosse frustration. Ok. Souffrance? Souffrance. Et je l'ai pas tué parce que je l'ai dit. Ok. À Maïmouna? Oui, on en a parlé. Ouais. Bon, évidemment, il m'a réconforté sur le fait que voilà, il y a ceci pour cela et qu'à un moment donné, ça va venir. Oui. Là où ça a beaucoup changé, c'est que Maïmouna est partie en Chine pendant à peu près 10 mois, je crois. Et là, voilà, gros changement. Du coup, il n'y avait plus que moi pour tout faire. Ok. Pour l'amener chez le pédiatre, pour changer la couche, pour le laver, pour voilà, tout, donner à manger, nettoyer les biberons. Il n'y avait que moi. Ok. Enfin, il y avait évidemment ma mère également qui aidait pendant que j'étais au travail. Mais voilà, sur les impératifs quand même, j'étais là. Ok. Le week-end, plutôt que de faire du 8h midi, voilà, je le prenais avec moi. On pouvait passer toute la journée, on pouvait dormir ensemble également le soir. Donc tout ça, ça a participé beaucoup à fortifier nos liens. À tel point qu'aujourd'hui, quand il se réveille la nuit et qu'il rentre dans notre chambre, il ne va plus voir mes Direct, mais toi? Il vient me voir. Je suis désolée de te couper. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que ça te dit, ça, cette expérience? Ça me dit que ça renforce l'idée qu'effectivement, avoir un rôle actif, c'est important. Oui. Et que c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la présence, c'est bien, mais la bonne présence, c'est encore mieux. C'est-à-dire, un enfant, il a des besoins assez simples, et son meilleur ami, c'est celui qui satisfait ces besoins-là. Et quel que soit le genre, quel que soit que ce soit papa ou quel maman. que soit le genre. Ok. Je pense quel que soit le genre. Très bien. Ouais, vas-y, termine. Et donc, ça m'a ouvert les yeux sur les petits moments qui peuvent fortifier les liens. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on a une nounou, on a tout ce qu'il faut, mais par exemple, quand mon fils va au chiottes, enfin, pardon de dire chiottes, c'est normal, c'est la vie, c'est ça. Ou quand il doit se laver, etc. Parfois, il vient me dire, j'ai envie, je vais aller à la douche, je veux prendre ma douche, etc. Et je me lève et je le fais. Parce que je considère que c'est ces petits moments-là qui aident à créer une relation. Et ça c'est d'être passé par cette expérience de 10 mois qui m'a ouvert les yeux sur ça. J'entends ce que tu dis et c'est vrai et c'est beau et c'est fort. Mais ça me dit autre chose aussi qui renforce ce que tu dis, c'est que
voilà pourquoi moi, en tout cas personnellement, je peux pas entendre certains papas qui disent qu'il ou elle est plus proche de sa mère. Je me dis, est-ce que c'est pas une position confortable de rester dans ça en se disant il ou elle plus proche? Est-ce que la personne, le papa, a ce rôle actif? J'aime bien le mot actif parce que c'est ça. Et que s'il avait vraiment ce rôle actif, peut-être que l'enfant ne serait pas si proche de sa mère. J'en suis convaincu. Ok. C'est l'apprentissage que je fais de ce que tu viens de me narrer. Et donc forcément, ça reste. Oui. Et j'aime bien quand tu dis que l'enfant, il aime bien quand tu réponds à ses besoins. Oui. Et ses besoins, la maman peut y répondre, le papa aussi. Oui. Sauf qu'on est dans une société où c'est la maman qui répond plus. Oui. Et donc forcément, l'enfant est plus collé à son maman. Et du coup, si les papas faisaient ça naturellement... Oui, ça permettrait aux enfants, en tout cas, de pouvoir s'associer ou d'être proches des deux. Très bien. Très bien. Donc, tu culpabilises, Pape Cher? Oui, moi, je culpabilise. Enfin, je culpabilisais beaucoup. Ouais. Maintenant, je relativise tout en culpabilisant parfois. Tous les parents culpabilisent. Voilà. Mais au début, franchement, c'était dur. C'était une grosse souffrance quand tu avais ton enfant. Tu sais que c'est ton enfant. Ouais. Mais que, comment dire, Wolof, c'est le qui c'est comme qu'il dit petit homme, quoi. Ouais. Il a plus envie de te voir. Il chie. Et ça, c'est dur. C'est dur. Et ouais, c'était dur. Émotionnellement, c'était dur. Sachant que je faisais quand même l'effort de le prendre. Lui, c'était même plus tôt, parce que lui, dès 6h du matin, en général, ou 7h, je le prenais. On pouvait rester ensemble jusqu'à midi, etc. Mais dans ces peines, dans ces moments de peine, parce que malheureusement, il avait un dolichocolon, donc il est né avec le côlon qui était un peu trop, qui était trop long par rapport à son corps, donc il était naturellement constipé. Sauf que voilà, donc c'était vraiment des moments douloureux de sa vie. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais pendant ces moments-là où il criait, c'était des moments où moi, je ne pouvais pas lui apporter du réconfort. Ouais. Et c'est ça qui était dur. Ouais, j'entends. Mais pendant ce même moment, voilà, quand sa maman a dû partir et que, évidemment, j'étais le seul à jouer ce rôle-là, en tout cas dans le cocon familial restreint. Ouais. Mes parents ont beaucoup aidé également. Ça, c'est une chance aussi. Enfin, une chance, en tout cas, c'est un choix qu'on a fait qui nous a porté chance de vivre avec mes parents. Ça a beaucoup aidé à me rendre compte que ce rôle actif, il compte. Et du coup, on revient à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas te ménager ou t'organiser, ou je ne sais pas comment le dire, pour avoir plus de temps? Oui. Tu disais que tu le vois tard. Oui. Et que là, intentionnellement, tu as réservé le samedi matin pour le petit, le dimanche matin pour la petite. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas finir plus tôt dans la semaine c'est quoi le... ça, c'est... Attends, il y a ça, mais il y a aussi... Est-ce que tu n'es pas retourné dans ton confort de... Il y a Maïmouna. Non. Donc, je veux dire, est-ce que tu aurais fait ça si elle n'était pas là? Alors, je pense qu'il y a... Alors déjà, je vais nuancer. Elle a aussi actuellement, je pense que elle cumule beaucoup d'activités qui font que même elle a aussi moins de temps de disponibilité. Donc par exemple, la petite, on a fait le choix de l'amener à la crèche à 8 mois. Parce que voilà, c'était un choix qu'on a assumé en tant que parents, de se dire que voilà, on veut le meilleur pour elle, mais également on est à des moments charnières de nos vies où on doit se construire. C'est l'époque. Et moi, j'aime bien réfléchir par milestone. Je pense qu'il y a un temps où effectivement, je voudrais évidemment travailler moins et passer plus de temps avec mes enfants, par exemple les aider à faire leurs devoirs. Là, on n'y est pas encore. Là, c'est encore, voilà, c'est quand on se voit, c'est juste pour rigoler, etc. Les amener voir des vraies choses de la vie, pouvoir leur parler des discussions profondes sur certains aspects, etc. Mais je pense que c'est un temps pour plus tard. Clairement. Mais aujourd'hui, ce qui m'empêche principalement de faire ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je pilote
plusieurs dimensions de ma vie, mais qui, pour moi en tout cas, je suis très convaincu que ça a toujours la même finalité. Je vais donner un élément simple. Récemment, on avait un projet immobilier. Et moi, dans ma réflexion, je m'étais dit, OK, on va acheter 2 biens et on va les mettre au nom des 2 enfants tout de suite. Comme ça, au moins, moi, je suis sûr que le jour où je ne serai plus là, il y a quand même des choses qui permettent d'assurer la scolarité de mes enfants, d'assurer leurs besoins, disons, primaires, etc. Mais au même standard actuel. C'est-à-dire, je m'impose également et ça encore, voilà, c'est une pression supplémentaire que je mets sur moi, mais je m'impose un certain temps ou une certaine échéance pour garantir certaines choses à mes enfants. Et c'est tellement vrai que la dernière fois, je discutais avec un de mes collègues et je lui disais, moi, à chaque fois que je voyage, je stresse. Ouais. Parce que je me dis, mais si je meurs, en avion, en voiture, ça va. Mais en avion, je pense tout le temps, je me dis, mais attends, mais si jamais là, si je tu meurs, meurs, il se passe quoi, Pape Cher? Si je meurs, là, tout de suite, il se passe quoi? je pense que là, tout de suite, je pense que la vie que je voulais pour mes enfants ne serait pas garantie, en tout cas ad vitam aeternam. Ce serait garanti un instant, après, voilà, ça pourrait s'arrêter. C'est encore pire si jamais je meurs avec ma femme en même temps. Mais aujourd'hui, quand même, je suis conscient du... Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi, je dois piloter ma vie de telle façon à avoir une certaine assise. Et une fois que cette assise-là est garantie, ça libère naturellement du temps pour d'autres choses. Ouais. Mais pendant ce temps-là, je suis quand même obligé c'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'optimiser le temps que je passe avec mes enfants et d'être sûr que le temps que je passe avec eux est du temps qualitatif. Mais c'est jamais simple. Et c'est ça qui crée du coup de la frustration. Forcément. Ouais, mais j'aime le mot frustration, je trouve que c'est même faible. Pour moi, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance, ouais. Et je trouve que c'est même... Enfin, je m'interroge sur ce truc de temps qualitatif, temps quantitatif. Aujourd'hui, je me dis, je peux changer d'avis, je change d'avis tout le temps. On se dit ça, Pape Cher, pour se rassurer. Mais on n'est pas encore prêt d'accepter que c'est le capitalisme qui nous bouffe tous, qui prend notre temps. Et pour nous rassurer, on se dit, c'est mieux de passer du temps qualitatif que du temps quantitatif. Mais bon, c'était un commentaire. Non, mais je pense que ça peut être juste. Mais en fait, pour moi, c'est plus facile. Parce que, at the end of the day, je suis mise en face de mes responsabilités. Alors là-dessus, c'est la chose sur laquelle je ne me mens pas une seule fois. C'est-à-dire, je suis conscient que moi, ce que je suis, ce que je porte, ce que je mange, il n'y a qu'une seule chose qui me le donne, c'est mon travail. Et c'est également une valeur que je vais inculquer à mes enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, ça fait... mon fils, il a commencé l'école peut-être il y a 2 ans ou des choses comme ça. Mais ma principale bataille avec mon fils, c'est qu'il arrive à l'école à l'heure. Et ça, j'y tiens. C'est tous les jours, il n'y a pas de retard de 5 minutes, de retard de 10 minutes. Je veux qu'il s'habitue au fait que la vie, elle est normée. En tout cas, nous, notre vie, elle est normée beaucoup par le travail. C'est ton travail qui dit beaucoup qui tu es dans notre société. Et ça, c'est un fait de société. Et malheureusement, moi, j'ai choisi, heureusement, j'ai choisi de ne pas me batailler contre ça. C'est un fait de société ou plutôt une valeur que tu as reçue? Je l'ai reçu aussi. Alors ça, de mon père, je l'ai plus que reçu. Je pense que ça a été perfusé, renforcé. Et j'ai fait ma paix avec. Ça, plutôt que d'essayer de me battre et d'essayer de changer la société, j'accepte que ça, c'est une variable c'est pas une variable, c'est une constante. Et je construis ma vie autour de ça.
Tu trouves que la notion de travail, c'est une valeur de la société sénégalaise? Moi, je pense qu'on est une société très débrouillarde quand même. Oui, je suis d'accord. On est débrouillard. Pour moi, c'est différent d'eux. On est une société de travailleurs. Je suis dure en disant ça. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un peu de... Effectivement, on a des comment dire, des choses qui viennent travestir un peu disons les valeurs du travail. Mais moi alors ça c'est quelque chose que j'ai théorisé. J'étais assez content de le voir également dans d'autres chez d'autres penseurs. C'est que notre cerveau, malheureusement, il gère très mal la relativité. C'est-à-dire qu'on peut être exposé à un fait, mais voilà, parce qu'on l'a vu, tu vois, 10 fois ou 20 fois, on va penser que c'est un phénomène qui est généralisé. Oui. Et on n'a jamais en tout cas, tant qu'on n'a pas le chiffre en face qui nous dit qu'en fait, bon, les fainéants, là, c'est 10% de la société ou 15%. Ouais, je vois. On va toujours continuer à penser que c'est beaucoup. Oui, Mais par contre, bon, moi, franchement, je me dis, et parfois on pose la question du chômage, et je dis, bon, au Sénégal, c'est dur de trouver un chômeur. Enfin, un chômeur au sens, pas au sens du comme calcul l'entendrait le monde occidental. Voilà, un chômeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait rien. Parce qu'il y a toujours quand même quelqu'un qui va emprunter une moto Jakarta un jour, 2 jours, faire quelque chose, gagner un peu d'argent. Ce qu'il en fait après, bon, ça dépend. Il peut parier, il peut acheter de nouvelles chaussures ou whatever. Mais quand même, je pense qu'on a quelque chose comme ça en nous, de djambar, de jom, même si, bon, voilà, j'arrive pas à avoir la vérité sur est-ce que notre société est totalement travestie ou non. Ouais, j'entends. J'ai envie de creuser, mais non, faut que je fasse des choix. Tu as parlé de notion de transmission sur la question de la valeur, j'y reviendrai. Tu as parlé de quelque chose qui m'a fait penser à la notion d'héritage. Ça aussi, j'y reviendrai. Pape Cheikh, si j'oublie, mais je ne vais pas oublier, tu me feras signe. Quel est ton sujet de papa qui te préoccupe le plus, là, en ce moment? Sujet de... là, en ce moment, j'ai du mal, mais je sais qu'il y a quelques jours, c'était la propreté. Ok, c'est ton truc du moment. Ah oui, ça, c'était mon sujet du moment. Il fallait que mon fils soit propre. Ouais. Et j'en avais fait mon combat. Et là, c'est bon? C'est bon, ouais. Ok. Là, c'est bon. Comment, à la maison, vous êtes... Qui fait quoi? Franchement, qui fait quoi à la maison? Alors, je peux pas dire qui fait quoi de façon, disons, tranchée. Ouais. Parce qu'on n'a jamais défini en réalité qui fait quoi. Ouais. Mais c'est là où aussi c'est important d'avoir de la bienveillance dans une relation. Parce que les choses ne sont jamais aussi bien tracées. Et si on n'a pas du coup cette intelligence-là de se dire, ok, on a un objectif commun qui est d'avoir, au-delà de nos objectifs, disons juste à deux, on a un objectif large qui est de construire une famille et que donc parfois ça va nécessiter 60% de toi, 40% de moi, mais parfois c'est 60% de toi ou l'inverse. Donc ça quand même c'est quelque chose qu'on a beaucoup réussi avec Maïmouna. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas une chose qu'elle fait que moi je n'ai jamais fait. Okay. Il n'y a pas une chose que moi je fais et qu'elle n'a jamais fait. Okay. Au début, moi j'avais du mal avec les changer les couches, mais quand c'était les selles, alors moi c'était un no-go. Dès que je sentais que c'était ça, je prenais le bébé, je faisais genre, je le posais, j'inventais quelque chose. Mais très rapidement, je pense au bout de 4 mois avec mon petit, c'est passé. C'est quelque chose qui, là. Mais vraiment, ça je pense c'est fondamental. C'est qu'il y a des rôles évidemment que la société nous impose, c'est-à-dire que moi, il y a et ça, comme je dis, c'est des choses que j'accepte. C'est des choses avec lesquelles je vais pas me battre. C'est-à-dire pour moi, le minimum avec lequel ma famille doit vivre, je l'assure.
Ok. Et c'est un choix. Ok. Je n'impose pas à ma femme de participer aux charges de la maison, etc. Ouais. Ce qu'elle fait d'ailleurs. Et elle le dit. Ouais, Ton argent, c'est mon argent. Ouais, Et il n'y a pas de dette entre toi et moi. Non, ouais, J'adore. Elle le dit. Et franchement, moi, je l'accepte. Oui, parce que ok. c'est la société qui a sorti ça comme code, et même la religion qui a mis ce code-là. Et I think it's a big fight. Et je vais pas, Ouais. je le fais pas. Tu mets ton énergie ailleurs. Je mets mon énergie ailleurs. Et du coup, attends, il y a un truc. Du coup, il n'y a pas de rôle. Pour vous, il n'y a pas de rôle traditionnel à la maison. Le rôle traditionnel, c'est papa qui fait ça, maman qui fait ça. Vous, Non. aujourd'hui, il n'y a Non. pas de rôle. Non, moi je pense même il y a au-delà, parce qu'il y a, comme on dit souvent, il y a une autorité naturelle. Mais nous, dans notre couple, l'autorité ne s'est jamais décrétée. C'est-à-dire, il y a des choses, je sais que c'est de son ressort. C'est elle qui va décider de ce qu'on fait, de ceci ou de cela. Et il y a des choses, naturellement, ce sera de mon ressort. Oui. Et ce qui est le plus important, c'est que on discute de tout, et à la fin de la journée, on trouve un alignement Toujours. sur un certain nombre de choses. Ok. Toujours. Pour moi, les décisions, c'est surtout des décisions comme ça. C'est très important qu'on les discute, mais au-delà de les discuter, c'est qu'on les construise ensemble, en tout cas. Ok. Les choix qu'on fait, il faut que ce soit des choix qui soient co-construits. Et du coup, il y a des échanges sur les valeurs culturelles à transmettre entre elle et toi. Oui. Il y a des échanges Sur des discussions. Des discussions. Et dans ces discussions, est-ce que c'est toujours fluide ou est-ce que des fois il y a des petits... Oui, non, c'est pas... Il y a des petits... Maïmouna, elle est très... disons... elle a pas autant elle s'impose pas autant de codes que moi. Oui, ok. Elle est flex. Ok. Voilà, et toi, t'es monsieur, moi, je me mets la 4, pression voilà, et monsieur. Donc, parfois, j'ai envie de faire quelque chose avec mon fils, de dire c'est comme ça qu'il doit être. Et elle me dit, mais tranquille, laisse-le tranquille. Sur le truc où elle est quand même d'accord, elle me dit, mon fils doit lire. Parce qu'elle, elle aime pas la lecture. Ouais, donc, elle m'a dit ça un jour. Ouais. Et donc, elle me dit, par contre, s'il y a une chose que je veux bien que mes enfants fassent comme toi, c'est la lecture. Ok. Mais par exemple, quand je dis, mon fils doit faire ceci ou cela, elle me dit, non. Ça équilibre, non? Ça équilibre. Je pense que ça équilibre. Et aussi, je pense, au-delà même je pense que ça donne aussi aux enfants une certaine vision de la vie, où aussi ils se rendent compte que, en fait, tout n'est pas tranché, quoi. Oui. Et aussi une certaine... parce que j'estime également que dans une famille, il faut toujours que les parents aient des rôles différents. Que ça permet aux enfants de ne jamais, en tout cas avoir peur d'extérioriser un certain nombre de choses. Tu peux avoir un sentiment d'inconfort à parler d'une certaine chose avec ton père. Oui. Mais dans ce cas-là, il faut que tu puisses en parler avec ta maman. Ok, je comprends, mais j'ai pas compris la partie, qu'ils aient des rôles différents. Sachant que non, pas des rôles. J'ai dit, c'est pas un rôle différent, mais c'est des, comment dire, on peut pas tous les deux avoir la même posture. Ok, j'entends. Et ça peut être sur différents, c'est-à-dire, par exemple, moi aujourd'hui, je peux être dur sur certains sujets. Oui. Et sur d'autres, voilà, je laisserai quand même à mon fils l'opportunité de venir m'en parler. Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que les familles, en tout cas, réussissent plutôt bien. Parce que parfois, tu as des maisons où tu as un papa autoritaire et après, tu as une maman qui, ce sera tranquille. toujours comment dire, le refuge des enfants. Parfois, c'est l'inverse. Tu as des familles aujourd'hui, où c'est la maman. C'est Maïmouna la douce. Papa, you would be surprised. Hein? Non, je sais pas, du coup, c'est toi le plus dur, Maïmouna la plus tranquille, ou l'inverse, ou il n'y a pas, pour l'instant, c'est pas encore défini, clairement. Je pense que c'est pas encore défini clairement, mais j'aurais tendance à dire que
Encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Du sujet, ok. Si on prend les sujets un peu barbants là, de il faut qu'il apprenne ça, il faut qu'il fasse ça. Évidemment, ça c'est moi qui serai c'est moi le plus dur. Ok. Parce que c'est moi qui tire plus sur ces histoires-là. Oui. Mais je sais que parfois, pour corriger des comportements déviants, là, c'est le Maïmouna qui est plus dur. Hein. Ok. Ouais. Ok. L'enfant qui a une mauvaise attitude, qui tape, là, c'est elle qui tape. Hein. Ok. Ouais. Et du coup, comment vous gérez l'écran? C'est ma dernière question sur cette partie. Là, pour le petit de 5 ans. On a été pris au piège. D'accord. Pour mon fils, c'était parce qu'on avait... ça a justifié également pourquoi on a amené notre fille à la crèche. Notre fils est resté 1 an à la maison. Et malheureusement, on s'est dit que ça ne fait pas de mal qu'il regarde du Miss Rachel par moment, etc. Et donc, ça a beaucoup retardé son développement au début. Quoi? Le fait de regarder tous ces... Le fait de regarder, d'être exposé aux écrans. Et donc, après, on a fait du sevrage complet. Okay. C'était 0 écran jusqu'à 3 ans. Ok. Donc ça également, ça nous a permis de beaucoup apprendre. Et par rapport à la deuxième aussi. Qui du coup, a moins de chance en tout cas, si on peut l'appeler chance. Oui. De tomber sur ça. Du coup, 2-3 apprentissages profonds sur ça, sur l'effet des écrans sur... Moi, je pense que ça retarde vraiment le concrètement sur votre enfant. Je pense que ça retarde vraiment le développement. Il a parlé. Déjà, on a eu... c'était un prématuré déjà, d'assez beaucoup, qui a passé un bon mois en couveuse. Ok. Et donc, déjà, ça impacte un peu le développement. Ensuite, on l'expose aux écrans. Et donc, ça fait que, jusqu'à peut-être 2 ans, il ne pouvait pas aligner une phrase. Ok. Et par contre, quand on a coupé les écrans, déjà, il n'était pas sociable. Il détestait, il ne voulait pas être avec les gens, même avec ses cousins ou quoi qu'il en soit. Quand on a coupé les écrans, donc à 1 an, on l'a amené en crèche. Et ça a déjà commencé à jouer beaucoup sur sa façon de sociabiliser. Et on a changé sa crèche également. On l'a amené à la maternelle, donc à 3 ans. Et là, c'était un gros changement. Et c'était surprenant. Ça s'est fait sur 1 semaine. C'est vrai? En 1 semaine, c'était devenu un être social de catégorie 100. Quoi. Okay. À tel point que mon père avait fait la remarque. Oui. Il était beaucoup plus jovial, il commençait à parler, il s'exprimait. Okay. Donc s'il y a vraiment un truc où on est certain que ça a un effet mais totalement négatif sur les enfants, c'est les écrans. C'est les écrans. Vous avez culpabilisé quand vous avez découvert ça? Ah oui, oui, tu culpabilises beaucoup. Après, et je pense qu'il n'y a pas une raison qu'on peut trouver valable pour justifier ça. Ouais. Parce que c'est juste... Et je pense que malheureusement, là encore, tu diras que c'est le capitalisme, mais voilà, tu as ton enfant, tu prends une nounou, mais en même temps, la nounou, elle doit faire les biberons, elle doit nettoyer, elle doit refaire sa chambre, il y a 2 boulots. Et après, nous, on avait fait le choix maintenant de dire, OK, nounou, tu es nounou. Oui, on a trouvé une autre personne qui fait les autres tâches. Mais évidemment, à un moment donné, on avait beaucoup culpabilisé. Qu'est-ce que être papa t'a appris? Je pense que ça a appris beaucoup la patience. Ouais. Moi, j'étais pas patient. Ok. C'est-à-dire et ça se manifestait même dans ma vie. Pour un rien, je m'énerve. C'est vrai? Ouais. T'as pas l'air de quelqu'un qui s'énerve. Ah non, mais on te voit, c'est peace moi, and love. Il en faut de peu. Hein. C'est vrai? Ouais. Il en fallait, je devrais dire, mais de très très peu. Et franchement, je trouve que c'est ça qui a
me retrouver à gérer quelqu'un qui n'en a que faire de mon état, de mes états, ou qui remettra ses mêmes caprices le lendemain, peu importe ce que je dis. Oui. Et voilà, je dois quand même le gérer, le canaliser et lui faire comprendre que c'est fini les 30 minutes au niveau de l'espace de jeu de C-Plaza et qu'il faut qu'on y aille maintenant. Oui. Ça demande beaucoup de patience. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, quand j'amène mon fils au manège, là, je rigole parce que les autres parents, ils n'arrivent jamais à sortir leur fils au bout d'un tour. Ouais. Moi, je lui fais faire un tour et j'arrive à le sortir. Ok. Parce que tu as appris à... Parce que j'ai appris, voilà, j'ai appris comment communiquer avec lui, comment lui faire comprendre voilà, qu'il y a un temps pour tout, que voilà. Et ça a demandé beaucoup de patience et je pense que ça a influé sur ma vie après. C'est-à-dire maintenant, voilà, dans les circulations, je m'énerve moins. Voilà. Ok, c'est aller au-delà de ce côté... Donc ça, c'est quelque chose qu'un enfant m'a appris. Ok. J'ai lu ce matin... Tu connais Papa Darka, Lancelot, non? Non. Il faut que tu checkes ce compte Instagram. Il s'appelle Lancelot, EOD Lancelot. C'est un Camerounais qui vit à Dakar depuis 15 ans, qui a ouvert un compte Instagram qui parle que de paternalité. Comment il vit sa paternalité à Dakar. Il a un enfant de 5 ans, à peu près comme le tien. Et il montre son quotidien. C'est pas lui qui fait du vélo avec son fils? Ah oui, je pense que je suis tombé dessus. Oui, il faut que tu regardes. Yes. Donc ce matin, totalement par hasard, son dernier post, c'est 10 choses qui changent une vie une fois que tu deviens papa. Je vais te lister les 10 choses. Et tu me dis celle qui te marque, la chose qui te marque le plus. Et tu me dis pourquoi en 30 secondes. Allez. La première chose, c'est ton sommeil. La 2, tes priorités. 3, ton temps libre. 4, ta force, je pense. 5, ta patience. 6, ta relation de couple. 7, ton regard sur ta conjointe. 8, ta vision du futur. 9, tes peurs. 10, ton bonheur. C'est dur, hein? Sommeil, priorité, temps libre, force, patience. Relation de couple, regard sur ta conjointe. Vision du futur. Je dirais priorité. Les priorités? Oui. 30 secondes, pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si je dois choisir de passer du temps avec des amis ou voilà, dormir ou voyager ou je ne sais pas quoi, et passer du temps avec mes enfants, je passerai du temps avec mes enfants. Et ça me fait comprendre que en fait, effectivement, ma mission principale, ou en tout cas mon but dans la vie, c'est il n'y a rien qui ne soit pas autour de mes enfants. Ok, parlons de grossesse. Ton rapport à la maternité de ta fenêtre d'homme, de ta fenêtre d'époux, de ta fenêtre de papa. Oui. Comment tu as vécu la grossesse de Maïmouna, de ta fenêtre? Est-ce que tu as été... Non, comment tu l'as vécu? Alors, déjà, c'était... ça, je pense que c'est quelque chose, et c'est tout à son honneur, c'est que elle l'a rendu très agréable. Et je ne sais pas ce que ça a demandé de son côté. Elle l'a rendu. Non, et ça, vraiment, je ne sais pas ce que ça a demandé de son côté, comme effort, comme tout ce qu'il faut. Mais moi, j'entends beaucoup de choses sur la grossesse, où on dit que voilà, du côté des papas, c'est pénible, parce qu'il y a ceci, il y a cela, la femme, elle devrait... Moins sujette, en tout cas, aux hormones. Mais honnêtement, j'ai rien senti de tout ça. Ok. Et après, effectivement, quand tu essayes de te projeter, c'est dur parce que en fait, tu vois que effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de participer à la naissance d'un être, enfin de ton enfant, et toi, c'est dur quoi de fit in. Ouais. Tu sais pas quelle place tu dois prendre. Tu te sens impuissant. Oui, tu te sens impuissant. C'est t'es là, elle fait tout. Et toi, t'es là. Et pire, quand elle te demande rien, alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, t'as senti ça, t'as ressenti ça. J'ai ressenti ça. Et donc, après, sur le premier, c'était quand même... voilà, j'estimais qu'il y avait... C'était dur de trouver une place. Pour la deuxième... il
y a quand même quelque chose qui a, en tout cas que moi en tout cas j'ai estimé que je devais le faire parce que c'était le minimum. C'était que voilà, elle n'avait plus à s'occuper de mon fils. Ok. Elle était en train de gérer la deuxième. Oui. Voilà, gère la deuxième. Oui. Franchement, l'autre là, il a plus rien à te demander. Ok. C'était une manière aussi de t'occuper. C'était une manière d'avoir une place. D'avoir une place. Mais c'était. Et là, je pense après la première grossesse, elle a fait une longue story. Ouais. Pour expliquer. Mais aussi, je pense que elle a reçu tellement de témoignages. Je pense qu'elle en a fait un post pour rassembler tous les témoignages reçus sur la grossesse et sur la maternité de manière générale. Et je me rappelle, c'était beaucoup de difficultés sur la grossesse. Comment les femmes ont souffert de la grossesse. Parce qu'on a tendance à glamouriser la grossesse, l'accouchement. Et donc, dans les témoignages, il y avait... j'ai perdu la vue ou ma vue a baissé, ou bien j'ai pris 2 tailles de pieds, ou j'ai eu le truc de pré-éclampsie, je ne sais jamais comment le prononcer. Ou voilà, j'aime de moins en moins mon corps. Est-ce que tu avais lu ça? Et si tu avais lu ça, c'est quoi ton regard d'homme sur ces témoignages de ce que la grossesse peut faire à une femme? Son impact sur sa confiance en soi, sur son corps, sur son mental, les questions qu'il se pose par rapport à sa carrière. De ta fenêtre d'homme, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, alors j'ai pas lu. Ouais. Ça c'est quelque chose, on en rigole parce que du coup, moi, quand je regarde ces posts, en général, je regarde sans son. Ok. Ou je la regarde elle et je sais pas, et à chaque fois elle me dit mais ça j'ai mis sans story, j'ai dit ah oups. Ok. Mais du coup j'ai eu la chance de le vivre. Oui. Et c'est mieux. Parce qu'elle aussi, bon voilà, elle a eu quand même, elle le dit d'ailleurs, mais voilà, il y a des trous de mémoire. Il y a sa carrière aussi, qu'elle a dû mettre en pause à un moment donné pour la deuxième. Et surtout, il y a d'autres choses parce qu'elle a quand même des précédents de santé qui, au départ, ne devaient même pas permettre qu'elle ait un enfant, encore moins 2. Et donc, ça aussi, ça c'était un stress par contre que moi j'avais pendant la grossesse, c'était que, voilà, comme elle avait une condition cardiaque, donc ça c'était une peur de mon côté, que tout s'arrête là en fait, parce que pendant cette grossesse-là ou pendant l'accouchement. Et donc moi, l'accouchement, je l'ai toujours vécu comme... c'était un moment un peu bizarre parce que voilà, je m'attendais toujours au pire. C'est-à-dire, moi, les 2 accouchements, c'était des moments où je me disais toujours... ça peut partir en live. Ça peut partir, Son premier accouchement, il y avait pneumologue, cardiologue, tout le monde était là. Et finalement, voilà, ça s'est bien normal, passé. voix basse. Deuxième, pareil, normal, voix basse. Donc ça également, ça apprend quelque chose de la vie que je n'ai jamais appris. Quoi? En tout cas, on ne peut pas tout savoir en fait en tant qu'être humain. Et il y a des choses qui ne dépendront jamais de ce qu'on veut, notre préparation, comment on voit les choses, etc. Et qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle. So let him be and let him control. Et ça me fait penser à un truc qu'on dit souvent chez nous. Il y a le gëm nañ ko mais wóoluwuñ ko. Wóoluwuñ ko. Mais donc ça, on croit en lui, mais on le fait mais pas c'est lui confiance. qui nous a dit aussi foog ñu sabablu. Aussi. Donc moi je suis un expert du sabablu. C'est-à-dire En français ça donne quoi sabablu? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on pourrait... je sais pas, mais je vais creuser, je vais chercher. Ouais. Je vais chercher. Je trouve pas moi. Mais voilà, le truc c'est on croit en lui, mais on lui fait pas confiance. Et cet apprentissage, faut lui faire confiance en fait. Faut lui faire confiance. Moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. Et ça, c'est... j'avoue que moi, en tout cas, c'est un gros défaut chez moi. C'est-à-dire, je peux prier Dieu, mais après, voilà, j'essaie quand même de trouver... je mets ceinture et bretelles. Ouais. Ça expliquerait aussi pourquoi tu te mets la pression. Peut-être que ta chair, tu devrais te lâcher et lui faire confiance. Peut-être pas d'ailleurs. Ou pas, mais si, quand même, on vient de le dire. On vient de le dire. On vient de dire, et avec un exemple concret de ce qui s'est passé avec Maïmouna et
ses problèmes Ouais. de santé et le fait qu'elle ait voix basse, c'est extraordinaire dans notre pays. Ouais, c'est extraordinaire. Avec son état de santé compliqué, tout ça. Et je te jure que 2 heures après, elle était debout en Oui. train de vaquer à ses occupations. Si ça, c'est pas le meilleur message au monde, comme quoi il faut lui faire confiance, ce serait quoi? Ah, Lâche sous l'affaire, demande. lâche-toi la grappe. Ok, très bien. Du coup, on en vient. Non, j'ai pas fini sur cette question. oui, Donc, elle a mis sa carrière entre oui. parenthèses. Et donc, Oui, comment toi tu l'as vécu en tant qu'homme? Est-ce que tu as vu le privilège? oui. Peut-être que j'oriente ton. Oui, oui, non, mais ouais. Le privilège d'être Ouais. un homme Oui, sur ces questions-là. oui. Et ce que ça t'a permis de comprendre l'impact qu'a la grossesse Oui. sur certains types de femmes Oui, ambitieuses, Oui. carriéristes. oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais quelque chose de très important quand je disais, pour moi en tout cas, il y a un rôle que je dois jouer et je n'ai rien à demander à la femme sur ce rôle-là. Parce que j'estime qu'elle donne beaucoup Oui, d'un autre côté. ok, je vois. Et c'est ça qui est, aussi assez... Parce que franchement, on essaie de codifier nos vies, de trouver... de réfléchir à ce que devrait être une famille, un foyer, etc. Sachant que Dieu il y a tout. et la Sunna, Ouais, ils nous ont tout mis en place. ouais. Et nous, on se fatigue à chercher des modèles par-ci, par-là. Mais voilà, je pense que si on dit quand même que l'homme doit satisfaire aux besoins de la famille, je pense en grande partie, c'est pour ces sacrifices-là qu'il ne pourra jamais, jamais faire. Et donc, on lui donne une occasion de rattraper cela. Donc, pour moi, en tout cas, ça m'a motivé sur le fait que, voici quelqu'un qui est en train de faire tout ça et qui endure ça, sans rien me demander. Donc, ça doit me motiver à remplir les basics pour elle. Et au-delà de ça, de la rendre heureuse également. Parce que c'est une chose de faire les basics. Ça, c'est de la responsabilité, il faut le faire. Mais il y a un autre côté également, c'est qu'il faut chercher les petits plaisirs et essayer de les satisfaire. Parce que quand tu te rends compte que finalement, c'est des gens qui ne dorment pas, Oui, qui ont des trous de mémoire, oui, qui ont, nous on n'a pas eu peut-être, qui sont moins satisfaites de leur corps, pour leur corps. qui essaient de reprendre confiance en elles, Oui. etc. Qui vont perdre un poste, qui vont Ouais, être qui vont mis perdre un poste, au frigo. voilà. Et donc, moi je pense que c'est une opportunité en tout cas ce serait bête de pas les aider à en tout cas à essayer à retrouver un peu de bonheur pendant ces moments-là. Et ça peut être des choses simples, parfois c'est des cadeaux, parfois c'est des mots doux, parfois c'est des sorties, parfois c'est prendre l'enfant également un petit moment et lui dire Et quand tu moi prends j'ai vu l'enfant, Maïmouna des soirs, parce qu'elle, nous l'équilibre qu'on avait eu à trouver à un moment donné, c'était de se dire que elle gère par exemple les enfants le soir, la nuit, et moi ça me permet de dormir, même si t'as pas une qualité de sommeil, whatever, mais en tout cas au moins t'as minimum 4 heures de sommeil où tu dors et ça peut te permettre d'aller au travail. Mais parfois, tu vois, j'ai beau être fatigué, mais je la vois, elle est là, il y a le petit qui pleure ou la petite, et elle chiale, tu vois, elle est là en train de pleurer. elle, Maïmouna. Oui, et donc moi je prends l'enfant. Ouais, parce qu'elle est fatiguée. Et j'essaie de faire quelque chose. Avec le petit, c'est là où je disais que c'était plus dur, parce que du coup, il n'en voulait pas quand même. Oui. Donc à un moment donné, on vient me retrouver, on me dit donne-moi. Oui, Mais avec la petite, parfois ça marche. oui, ok. Où tu la vois, elle est là, elle se tord de douleur. Et t'as l'autre qui pleure parce qu'elle veut juste quelque chose. Et c'est des moments où tu dois te dire elle m'a donné quand même 2-3 semaines où j'ai pu dormir pendant 4 heures, sacrifier 1 jour, 2 jours pour lui permettre à elle ne serait-ce que de se dire ok, je suis pas seul dans cette histoire-là. Je pense que c'est un peu parce que finalement je fais pas grand-chose, je prends la petite 30 minutes, continue quand même de pleurer parce que voilà, il y a... mais je pense qu'en elle, ça, en tout cas j'espère que ça lui donne le sentiment qu'elle n'est pas seule dans ces moments-là. Et donc, je pense que c'est très important
en tout cas comme partenaire, de trouver ces petits moments où on peut s'accrocher au wagon pour essayer de... Pour essayer de compenser, même pour si essayer ça de ne mais ça compense pas. jamais. Non, je pense pas que ça compense. Parce que, comme je dis, il y a des la présence active ne peut se compenser que par de la présence active. C'est pas les cadeaux, c'est pas les enfants, ils valorisent pas le fait que c'est moi qui paye la scolarité, c'est moi. Clairement, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Non. Ce qu'ils voient, c'est là, qu'est-ce que tu fais avec eux, voilà. Qu'est-ce qu'ils vivent avec Exactement. toi. Et ça me fait penser à un argument qu'on fait toujours, le capitalisme. Oui. Ouais, je fais tout ça pour eux, je travaille pour eux, mais ils s'en foutent. Ouais, non, ils valorisent pas. Ils s'en foutent de tout ça. Peut-être plus tard, ils pourront valoriser. Oui, Moi, je valorise beaucoup ce que mon père a fait pour nous. Mais ouais, effectivement, c'est venu plus tard. Au début, tu valorises pas. Mais je pense que le fait faut qu'on arrête de se mentir et de se dire c'est pas leur problème. Ouais. C'est important le fait de travailler, pour nous en tout cas, mais ne pas tout mettre sur ça. Faut qu'on relativise quand même et de trouver le temps pour les gamins et ne pas tout mettre sur ce truc de faut que je travaille et je le fais pour eux. Mais avec un temps pour tout. Et c'est là où toujours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et j'espère avoir une longue vie, parce que je pense que si j'ai une longue vie, ça me permettra d'avoir une excellente qualité de relation avec mes enfants. Parce que pour moi, tout est... c'est-à-dire, si j'arrive à, comme je disais tout à l'heure, là, à garantir ce safety net, ce basics à mes enfants, je serai beaucoup plus léger. Mais je sais, on n'a pas le temps, parce que... mais le point là, ça me titille, dans le sens où c'est comme si tu reportes un tout petit peu ce temps que tu peux passer maintenant. Ça me titille parce que tout à l'heure tu disais si jamais je meurs aujourd'hui, j'ai peur que leur truc ne soit pas assuré. Et donc je me dis peut-être qu'il faudrait vivre tous les jours intentionnellement pour passer du temps avec eux et ne pas reporter que là maintenant je travaille dur et que demain j'aurai plus de temps et je vais passer du temps avec eux. Tu vois le truc ? Ouais, alors moi j'ai un principe de vie et je pense c'est-à-dire pour moi, il y a pas, si on reprend le milieu scolaire, moi mes parents ils m'ont appris que voilà, si tu veux jouer au football, tu le fais le vendredi, le samedi et pas le dimanche ou le lundi ou le mardi. Lundi jusqu'à jeudi, tu travailles. Dimanche, tu travailles. Tu prépares ta journée du lundi. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose que... Je déteste faire des choses le dimanche soir, par exemple. Parce que le dimanche soir, en général, je le réserve pour préparer ma semaine. Donc ça m'a très tôt appris le fait que, OK, il y a un temps pour tout. Mais in fine. C'est-à-dire que... Et c'est là où, par contre, je dis que j'espère avoir une longue vie. Parce que si je commence à mélanger le travail et la famille, je vais avoir un sentiment d'inachevé sur les deux. Tu vois, c'est-à-dire que, OK, j'aurais fait quelque chose, mais j'aurais fait 10% de chaque. Alors que là, quand même, j'ai une opportunité de faire 100% de chaque. Mais juste à des étapes différentes de la vie. J'entends, je comprends. Là, je suis en train de faire peut-être 80-20. Mais demain, ce sera du 20-80. Mais ce qui me permet de faire le 20-80, c'est, OK, je suis sûr que maintenant, du point de vue de mon travail, j'ai suffisamment de crédibilité, d'assises, etc. pour travailler moins, gagner plus. J'entends. Et tout ce temps que je gagne, ça me permettrait de passer du temps avec ma famille. Ça se tient. Du coup, les questions de transmission. Oui. Et je vais te poser quelques questions assez dures, mais il faut que tu me répondes. Allez. Tu peux vite. Mais en étant sincère, honnête, tout ça. Les pas cher. Oui. De toute l'éducation que tu as reçue de tes parents, papa et maman, quelles sont 3 choses, 3 fondamentaux, 3 valeurs, appelle-les comme tu veux, que tu as choisi ou que tu as décidé de transmettre à tes enfants?
Bah déjà, je pense que le premier, c'est le travail. Ça, je pense que c'est... ouais, on a dû en parler pendant toute l'émission, ça, on est donc je ne vais d'accord. pas forcément m'attarder là-dessus. Le deuxième, je pense que c'est le courage. Le courage de dire les choses, le courage de ses idées, de s'assumer, de dire, voilà, moi je suis comme je suis, moi je pense comme ceci, et de ne pas se compromettre. Moi, j'attache une importance capitale aux gens qui n'ont pas peur, en tout cas, de dire ce qu'ils font droit dans les yeux. Ça, c'est la deuxième. La troisième, et c'est un peu dur, parce que moi, j'ai du mal avec ces questions-là. Pourquoi ? Parce que j'ai... en général, il me faut beaucoup de temps pour concevoir les choses. Oui. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire. Oui. Et ma femme déteste ça d'ailleurs, parce que quand elle me pose une question en général, je dis laisse-moi réfléchir. Et la même question, je pense, j'aurais pu répondre en une demi-journée. J'adore. Ok. Donc la troisième, mais franchement, je pense pas que c'est la troisième. Attends, moi j'aime bien quand les choses sont spontanées. Oui. Je me dis toujours, la réflexion brute, elle a quelque chose de fort. Elle a quelque chose. Donc du coup, je demande toujours, quand je veux un truc, j'appelle un pote, un ami, je lui expose le truc et je lui dis, je veux juste ta réflexion brute, je veux pas que tu analyses. Dis-moi ce qui te passe par la tête direct. C'est quoi le troisième point qui te passe par la tête ? C'était la rigueur. This is the point, c'est la rigueur. Ouais. Mais je pense, voilà, on verra. Il peut y avoir. Mais ne sois pas surprise si je t'envoie un message après pour te dire, en fait, le troisième. C'était ça. C'était ça. Je le mettrai quelque part. Fais ça. Donc, ok, très bien. Maintenant, de toute l'éducation que tu as reçue, toujours, de papa et maman, qu'est-ce que tu décides de ne pas transmettre à tes enfants ? Tu as reçu, mais tu décides que ça, je ne veux pas leur transmettre. Ça, c'est un peu plus dur. Oui. Et c'est dur. C'est touchy, c'est sensible, c'est dur. Ça, c'est un peu plus Et dur. ne réfléchis pas trop. Les premières idées qui te passent par la tête. Ouais, non, ça, c'est vraiment plus dur. Ça, c'est vraiment plus dur. C'est plus dur parce que j'ai eu des parents formidables. Oui, mais c'est ça qui rend la chose dure. Attends, je veux pas... Enfin, à travers cette question, j'ai l'impression que quand tu réponds, tu dénigres tes parents. Oui, non, je pense. C'est pas de les dénigrer. Mais le truc, c'est que il faut juste qu'on se rende compte que, hey, c'était des humains. Ce sont des humains qui ont leurs points forts et leurs points faibles, qui nous ont éduqués avec leur conscience ou la conscience qu'ils avaient ou qu'ils ont eue, avec leurs armes, les moyens qu'ils avaient. Et tout n'est pas parfait. Et du coup, il y a des choses bien, en tout cas de notre perspective d'aujourd'hui, et des choses moins bien. Si on est à l'aise de dire les choses bien, soyons à l'aise de dire les choses moins bien, et ça n'enlève en rien, mais absolument rien, de ce qu'ils sont, du sacrifice, des choses extraordinaires qu'ils nous ont données. Non, mais non, franchement, je pense que c'est pas les dénigrer, et d'ailleurs, je ne le... Ça, même si, je pense, si je devais le dire, quelque chose qui devait les dénigrer, je ne le dirais jamais, parce que ça fait partie de mon éducation. Mais je pense que ce que là où peut-être et je pense que je vais pas pouvoir en dire trois, mais peut-être celui que j'ai en tête là, c'est donner l'occasion à mes enfants d'être plus entreprenants sur certaines choses. Observer, donner plus de liberté à faire certaines choses. Attends, je réfléchis à une fois. Ouais. La question que je t'ai posée, c'est ce que tu as reçu, mais que tu as décidé de ne pas donner. Oui. Et donc, toi, tu as décidé de ne pas donner quoi ? Le manque d'autonomie ? Non, c'est ça, le manque d'autonomie. C'est-à-dire, j'ai décidé qu'aujourd'hui, mes enfants, j'aimerais qu'ils soient un peu plus... qu'ils aient une ouverture d'esprit un peu plus large. Et ça, je pense que c'est pas forcément
c'est la société qui évolue comme ça, qui fait que, voilà, d'une génération à une autre, C'est ce que on je essaie disais. voilà, que nos enfants soient plus ouverts d'esprit sur un certain nombre de choses. Même si, voilà, ils vont toujours nous reprocher, nous, par exemple, d'être bornés D'autres choses. sur ceci et cela. Ouais. Mais voilà, réponse Ok. facile. J'entends, je prends. C'est déjà bien d'avoir essayé. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu et que aujourd'hui consciemment, tu as envie de donner à tes enfants? Ce serait quoi? Moi, je pense que c'est effectivement une certaine complicité avec nos parents, mais sur des sujets beaucoup plus personnels. J'ai pas compris. Sur des sujets qui ne sont pas d'ordre du travail, de l'école, de carrière. Moi, j'ai une forte complicité avec mon père sur des sujets importants de la vie. C'est-à-dire sur du travail, sur la carrière, sur... Le mariage? Non. Non. Je veux dire, quand je dis le mariage, le fait, quand tu décides d'aller... Non, mais ça, c'est pas mon exemple. Ouais. Mais j'allais dire, le choix... Il y en a qui font le choix de leur épouse sans forcément en discuter profondément avec leurs parents. Oui. Quand je disais mariage, c'était plus ça. Quand tu choisis que c'est telle femme, tu vas voir ton père pour lui en parler. Oui. Ok, c'était mon point. Oui, mais justement, sur ce point précis, moi, j'ai jamais eu une discussion avec mon père de c'est quoi un mariage parfait, une femme idéale. Ok. Voilà, ça, je l'ai pas eu. Ok. Donc on essaie de rattraper le coup, mais non, mais bon, c'est de façon ad hoc, quoi. C'est quand le sujet se pointe, que là la plus choix, on en discute. Ok. Mais et ça c'est et je disais tout à l'heure, je dis souvent que en tant qu'homme surtout, je sais que les femmes ont ces discussions là avec parfois leur maman, etc. Mais un homme, on lui apprend jamais comment être un père de famille. Et c'est des sujets que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec mon père. J'ai eu à observer et à me dire, ok, c'est peut-être comme ça que je dois faire. Ok. Donc la notion de transmission. La notion de transmission. Sur ce sujet en particulier. Oui. Et ça, tu veux l'avoir aujourd'hui, enfin demain avec les deux. Mon fils. Oui. Et ma fille aussi. Ouais, les deux. Mais je sais que bon, ça sera un peu plus difficile. Avec la fille. Avec la fille, ouais. Tu sais, mon rêve, c'est d'avoir sur ce canapé ou ailleurs une discussion, un échange, une conversation intergénérationnelle. Par exemple, Pape Cher qui discute avec son père sur ça. Ouais. Je trouve que ce serait génial. Je me le note. Mais c'est intéressant. J'aurais bien aimé creuser sur ce point-là parce que, tu vois, depuis le début, moi, j'ai noté que tu étais proche de ton père. Non, si tu fais le... On a une relation qui est très... C'est-à-dire que moi, parfois, je mesure les choses que je fais à la hauteur de la satisfaction de mon père. Ouais. Ça donne une idée de à quel point vous êtes proches. Voilà. Mais pour autant, parce qu'on est dans une société aussi où il y a un certain nombre de valeurs et tu as certains sujets, tu ne veux pas les discuter avec ton père parce que c'est touchy, c'est sensible. Voilà. Et moi, j'ai été élevé dans ce prisme-là. Mais... est-ce que tu penses que ça peut changer, ça devrait changer? Entre lui et moi? De manière générale dans notre société. Est-ce que tu penses que notre génération pourrait briser... Je fais aussi cette conversation ou ces conversations sur la maternité, enfin la parentalité, pour qu'on arrête de reproduire les choses sans les interroger. Et qu'on se rend compte que notre système de transmission, il est brisé. Oui, je pense qu'avant, peut-être, ça se faisait. Et même sur cette histoire de... Oui, les femmes ont plus que ça que nous, d'accord. Mais je pense qu'il faut relativiser. Ouais. Mais en fait, c'est que même si tu regardes dans la façon dont le mariage est fait au Sénégal, les femmes ont plus de moments pour discuter de ces sujets-là que les hommes. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est... C'est-à-dire que moi, avec mon épouse, on a insisté pour aller à la mosquée, nous, par exemple, et entendre le khutba et voir. Donc, on était ensemble. Le soir, après le Saïsi, là, on a eu droit, évidemment, au conseil de nos oncles et tantes. Mais c'est la première fois où moi, en tout cas, je recevais des conseils de mariage.
Tu vois, donc mais C'est à ce point. c'est à la c'est les carottes sont cuites, comme on dit déjà. C'est déjà fait, quoi. C'était déjà fait. Et ça, c'est la source de plein de problèmes aujourd'hui dans nos couples. Donc j'entends ce que tu dis, mais mon point c'est que c'est vrai tout ce que tu dis. Les hommes reçoivent moins de transmission dans ce sens-là. Les femmes en reçoivent plus, mais ce que je veux dire, ce que je veux préciser, c'est que, ok, c'est vrai pour les femmes, mais peut-être que pas assez. Même si ça existe, peut-être que pas assez. Je suis d'accord. Et il ne faut pas qu'on se dise direct, ah, les femmes reçoivent, donc il n'y a plus rien, y a rien à faire de leur côté. Je trouve qu'avec notre société maintenant, beaucoup de femmes tombent enceintes seules, vivent seules la grossesse parce qu'il n'y a pas papa et maman à côté ou qu'il n'y a pas forcément de transmission. Donc, on fasse attention dans les deux sens. Si tu avais une conversation du coup aujourd'hui avec tes parents, avec ton père, maintenant que tes parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais bravo. Hein. Non, vraiment, je dirais, là, j'ai 1000 fois plus de mérite, plus d'estime envers eux, pour eux, que je ne l'avais il y a quelques années. Parce que maintenant, je vois un peu tous les non-dits, les choses passées sous silence pendant 30 ans. Et je me dis, bravo, quoi. C'est quoi comme, donne-moi juste un de non-dits. C'est tous les, je veux dire tous les sacrifices, toutes les choses que tu peux pas dire à ton enfant. Tu peux pas te pointer et lui dire que ça, on peut pas le faire parce qu'il y a X, Y raison. Et évidemment, tu vois également toutes ces, parce qu'on a eu l'occasion également de grandir avec des gens de la même génération que nous. Et tu sais, quand tu es enfant, il y a des choses, tu te rends pas compte pourquoi tes parents le font, mais pourquoi ils sont durs avec toi sur certaines choses, pendant que d'autres parents sont beaucoup plus flexibles. Mais à la fin de la journée, je te dis, ok, en fait, c'était pour ça. C'est pour ça que mon père était aussi ferme sur ces sujets-là. C'est pour ça que ma mère était aussi ferme sur ces sujets-là. J'entends. Et franchement, moi, j'ai juste envie de leur dire, bravo. Bravo. Parce que c'était pas évident. Mon père, c'était surtout pour lui, c'était pas évident. Parce qu'il n'est pas issu d'un... Mon père qui arrive à amener 5 de ses enfants étudier à l'étranger, dont 3 en même temps, avec 3 logements différents, en tant que salarié, pas entrepreneur, ça t'apprend quelque chose. Sur finalement... au-delà de Khalis, qu'est-ce qui est le plus important? C'est Khalis Boubarke, c'est l'intention, c'est tout. Ça t'apprend beaucoup. Vas-y, Khalis Boubarke, l'intention. Non, l'intention, la responsabilité, le devoir, le tout désir, ça, c'est le de voir ses enfants réussir. Et ça, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne peux jamais. C'est dur de faire mieux que mon père. Et il y avait une vidéo assez intéressante sur TikTok. Où il y a, à l'occasion de la fête des pères, il y a un père, il y a un parent, il y a un papa qui est là avec ses 2 enfants. Et la maman, elle est devant avec la caméra, il leur dit si vous avez eu à faire 5 km de marche pour aller à l'école, avancez d'un pas. Genre, si vous n'avez pas eu à faire 5 km, avancez de 2 pas. Si vous n'avez jamais eu à sauter un repas, avancez d'un pas. Si vous n'avez. Et à la fin, à un moment donné, elle leur dit retournez-vous maintenant. Les 2 enfants se retournent et voient leur papa qui est à la même position, qui n'a jamais bougé. Sérieux? Parce que il a toujours eu à skip des repas, il a toujours marché 5 km. C'est puissant, ça. C'est puissant. Et ça, elle dit, c'est ça la distance qui est entre vous et votre père. Et c'est ça que votre père s'est battu. C'est pour ça que votre père s'est battu et pour que vous en soyez là. Et ça, moi, je le vois quand je retourne là où a grandi mon père. Qu'on me dise que c'est ça l'école de mon père et que j'imagine un enfant dans un village qui ses parents lui demandent pas ses devoirs, lui demandent pas ses notes, mais qui arrive quand même à se motiver pour faire 5 km ou 7 je crois, 4 fois par jour, qui quitte la maison de sa mère en 3e pour aller au lycée à Saint-Louis dans une maison où il connaissait personne, c'était même pas une famille, c'était même pas des parents. Qui, pareil, quitte Saint-Louis pour aller poursuivre ses études et y croire toujours. Hein. C'est-à-dire, toi, tu as ta famille, il y a ta mère qui est là, qui vit de ta bourse. Tu peux sortir du bac
gagner un petit 50 000 ou 60 000, mais tu as toujours cet espoir-là que quelque part down the road, si tu continues ce parcours, Tu vas y arriver. tu vas y arriver. J'ai pas envie de te couper, mais quand même si. Et ça te dit quoi, ça, Pape Cher? Quelle est la leçon? Ouais, On en a déjà parlé dans l'émission, qui Ouais. revient ici. ouais. Moi, je pense que c'est comment il disait je pense qu'il faut il faut tracer sa route et avoir confiance en sa capacité de pouvoir changer le cours de l'histoire avec la main de Dieu. Et moi, par exemple, je crois beaucoup en une chose, et je l'ai lu dans un livre d'un disciple de Baï, je pense. Et pareil, parfois je théorise des choses et je suis très content quand je le vois. Une référence à côté quelqu'un qui valide. Et je disais que c'était l'intention créatrice. C'est-à-dire, moi je pense que je suis très, disons, j'aime bien la théologie, mais j'essaie autant que possible de l'expliquer par des principes que je maîtrise un peu mieux. Que je suis scientifique, je fais de la... Et donc, j'imagine en fait l'univers, enfin en tout cas le monde, comme un ensemble de, disons, un ensemble de possibilités qui sont réparties sur une ligne. Et qui ont toutes une trajectoire, et qui partent tous dans un sens. Et je me dis, en fait, sur ce spectre-là de possibilités, il n'y a rien d'impossible. Rien. C'est-à-dire, ça, c'est une infinité de possibilités. Et ça, c'est le pouvoir divin. Et notre force, en tout cas là où on sera très bon, c'est quand on arrive à passer de ce fil-là à l'autre fil. Mais parce qu'on le veut, parce qu'on le croit. Et moi, parfois je dis, et les gens rigolent, j'ai dit, mais j'ai jamais voulu quelque chose véritablement et que je demande à Dieu et qu'il me le donne pas. Et qu'il me le donne pas. Mais vraiment, ce n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, parfois, mes seuls souhaits, c'était d'être premier de la classe ou deuxième de la classe. Et parfois, il m'arrive vraiment, tu vois, veille de composition, de dire, mais attends, la seule chose que je demande à Dieu, c'est d'avoir telle note à tel truc. Mais derrière, je suis convaincu que c'est pas seulement le vœu qui a fait l'histoire, mais c'est le vœu avec toutes les actions que j'ai eu à mettre en parallèle, qui ont pu aboutir le vœu, la croyance et toutes les actions. Et les actions. Je pense les actions, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui nous a dit d'avoir confiance en lui, mais également de Sabaplo. Yalla Mbaisador. Ouais, Yalla Mbaisador. C'est ça. Ok, non, c'est super intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser aussi à la question d'humilité. Que tout ne dépend pas de nous les parents. On fait ce qu'on peut, mais il y a une grande part qui ne dépend pas de nous, qui dépend de lui. Tu l'as dit. Le monsieur, il n'avait pas des parents qui allaient vérifier ses devoirs, machin, tout ça. Non. Mais il avait ce truc qui le poussait à le faire. Ouais. Si ça, c'est pas la force, une force plus élevée, c'est quoi et du coup, ça doit nous rappeler, nous autres parents, que peut-être qu'on a juste une obligation de moyens. Faire le maximum dans tous les sens du terme, de les mettre dans les conditions. Mais le résultat, c'est pas nous qui gérons. C'est pas nous qui gérons. Mais il y a une autre façon de le voir aussi, qui est complémentaire. C'est de se dire que il faut qu'on mette, et c'est là où au-delà de c'est une obligation de moyens, mais c'est une obligation comment dire, d'optimisation des moyens. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de valoriser tout ce que Dieu nous a donné comme moyen, comme possibilité, pour arriver à nos fins. Moi, par exemple, je considère même que parfois on me dit il y a telle chose, quand je dois donner de l'argent à quelqu'un, moi je dis que c'est pas
moi, je ne suis qu'un véhicule, en fait, pour donner cet argent-là à cette personne. Mais à la Kulia, l'argent devait transiter par moi pour arriver à lui. Parce que Dieu ne va pas sortir 10 billets de 10 000 et donner à une personne. Ça n'a jamais existé. Ça passe toujours par quelqu'un. Mais ça passe toujours par quelqu'un. Et je pense que pour les enfants, c'est valable. C'est-à-dire, Dieu pouvait créer un enfant, l'élever lui-même et le poser sur terre. Il en a la capacité. Mais que ça passe par les humains. Pourquoi ça passe par nous? Et pourquoi il nous donne les moyens d'élever ces enfants-là? J'entends. Et enfin, c'est super intéressant. Et ça me fait poser des questions sur la notion de croyance. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, est-ce que ça leur parlerait ce qu'on est en train de dire? Et est-ce que c'est une croyance radicale en Dieu, comme on peut trouver dans nos sociétés? Enfin, je ne sais pas. Je réfléchis à haute voix. Mais une dernière question, c'est la question d'héritage. Oui. Quand tu vois comment ces questions brisent des familles, quand un parent part ou les deux parents partent, toi, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Est-ce que tu es du genre à faire un testament pour préparer les choses? Est-ce que tu te dis ça, c'est un truc d'occidental, je ne fais pas ça, je laisse? C'est quoi ta position aujourd'hui qui peut changer demain sur cette question-là? Alors, non, pour moi, il faut clarifier de son vivant. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir été dans la famille de ma mère, où son papa, avant de mourir, alors que voilà, c'est quand même une famille traditionnelle, a bien fait son transfert. C'est-à-dire, même les questions de 1 tiers, 2 tiers, les questions de part pour les femmes, part pour les hommes, etc., lui, il l'avait réglé de son vivant. Okay. Il crée sa société, il met les actifs dedans, il donne des parts égales à tout le monde. Ok. Full stop. Ok. Il y a pas de. C'est quelque chose que toi, tu vas suivre. Moi, je fais même. Il y a certains actifs, je les mets au nom de mes enfants directement. Ok. De manière égale. Oui, de manière égale. Ok. Et c'est ça que je dis. Pour moi, il y a certains qui théorisent le fait que les enfants, il faut quand même leur montrer que la vie est dure. La vie est dure, la vie est nanana. Bon. Je pense qu'il y a un peu de valeur à ça, mais j'accorde pas une importance capitale à ça. Okay. Pour moi, c'est, comme je dis, c'est une course de relais. Le plus important, c'est que moi, mon père, il n'a pas eu à me dire marche 7 km pour aller à l'école, aller et revenir. Non, il mettait dans sa voiture. L'après-midi, on rentrait en taxi. Ou parfois, il venait même me récupérer à midi quand il rentrait. Il pouvait me dire marche, fais 7 km. Parce que moi, je l'ai fait, donc tu dois le faire. Moi, je l'ai fait, toi, tu dois le faire. Oui. Mais là où il a réussi, c'est que moi, je valorise les 7 km qu'il avait à faire. Oui. C'est beau, ça. C'est beau. Si moi, j'arrive à me dire, OK, lui, il a fait 7 km. Pour que tu et il m'a donné, moi, l'opportunité d'aller en voiture climatisée. Moi aussi, je dois donner l'occasion à mon fils. J'adore ce que tu viens de dire. Non, c'est trop bien. C'est un point de vue extra. Non, c'est trop bien. Et ma dernière question, Pape-Pierre, c'est si demain, tu devais mettre un message pour tes enfants dans une bouteille qu'ils ouvriront 20 ans plus tard, quand eux seront avec leurs enfants, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu mettrais dans ce message-là? Quand eux, ils seraient avec leurs enfants, je serai toujours vivant? Ou pas, comme tu veux. Tu peux être vivant, tu peux être mort, peu importe. Non, alors disons que le message principal quand même, ça va être toujours autour de ce qu'on a dit depuis, c'est de dire que vous avez la plus lourde responsabilité de votre vie qui vient de démarrer. Et il faut l'assumer pleinement. Et leur rappeler les obligations en tant que parent de faire de ces enfants-là de très bons enfants et de très bons adultes aussi in fine. Et aussi ce serait de profiter de l'occasion pour leur transmettre évidemment tous les regrets ou c'est vrai, tu ferais ça? Toutes les craintes. Oui, je pense. Je pense que je leur dirais que je regrette
De ne pas avoir été... Moi, je sais, aujourd'hui, il y a quelque chose que je traîne toujours, c'est-à-dire mon fils. Moi, j'ai jamais levé la main. Enfin, si, justement, j'aime pas lever la main sur mon fils. Mais il y a une fois, un matin, où voilà, je devais l'habiller, c'était la pression, j'avais une réunion, je devais le déposer à l'école, aller à Diamniadio. Le petit, parce que je lui avais pas donné, je lui avais dit d'attendre qu'il prenne ses habits d'abord avant de prendre sa bouillie. Et il me dit non. Et donc, je lui mets une petite claque. Ouais. Et ça l'a choqué. Ouais. Il a ouvert les yeux et il m'a regardé. Et moi, depuis, je me dis... Ça, c'est quelque chose que je regrette, par exemple. D'avoir... Parce que quand il nous a rejoints, l'une des promesses que je m'étais faite, c'était de toujours me contrôler et de ne pas en arriver là. Mais voilà, on verra si plus tard il y aura d'autres. J'adore. Non, c'est beau. Merci, Pape Cher. Merci Aminata. J'ai adoré notre conversation. C'était trop bien. Je me suis pas rendu compte qu'on avait fait combien? 1 heure? On a fait combien de temps? Ça va. Waouh. Tu as de la chance. D'habitude, tu fais 2 heures. Ah ouais? Est-ce que tu as abordé tous les thèmes que tu voulais aborder ou il y a un truc qui t'est très cher que tu n'as pas abordé? Non, franchement, je pense qu'on a couvert tous les sujets. Je t'avoue que j'ai voulu jouer le jeu. Ouais. Donc quand tu m'as dit pas de questions avant, nanana, j'avoue que j'ai pas trop forcé. Au début, je m'étais dit ok, quelle question elle va me poser sur... Mais après, je me suis dit, ok, let's walk with the flow. Et je ne m'attendais pas, par exemple, à ce qu'on parle de tes parents? De mes parents ou de mon épouse aussi. Ouais. J'avais imaginé la discussion d'une façon, disons, descendante, pas forcément ascendante ou... Descendante dans le sens, toi... De moi et mes enfants. Il y a eu, du coup, est-ce qu'il y a eu ça ou pas? Oui, il y a eu ça. Okay. Il y a eu ça. Du coup, il y a eu ça, il y a eu l'ascendance, il y a eu la transversalité avec les... Mais c'est ça la parentalité ou pas pour toi? Je pense, finalement. Donc on a réussi notre conversation. Oui, on a totalement réussi. Moi, j'ai adoré. Merci pour ton temps. Merci à toi pour l'opportunité. Mais j'ai adoré. Merci. Et puis, je garde l'idée en tête. Réfléchis-y. Ouais. Ton papa et toi. Ça va être dur. Hein. Ouais, ça va être dur, je sais. Ah ouais. Nous, on n'a pas cette culture de non, surtout lui de le poser ici. Oui, je sais, c'est ça qui sera dur. Ouais. Parce qu'on n'a pas cette culture de déjà les médias, machin, tout ça. Ouais. Mais jouer sur ça, on a besoin de ça. Je pense que notre génération a besoin de cet échange. On se nourrit trop de l'Occident et pas de nous, nos ressentis. Ouais. Et on pourrait en apprendre, mais vraiment davantage. Je suis d'accord. Donc, merci. Je vais essayer de le convaincre. T'as le temps. Non, t'as pas le temps, mais commence dès maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Merci Aminata. À très vite. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'ai aimé cet épisode, j'ai aimé cette conversation. Il y a eu beaucoup de points qui m'ont marqué. La pression qu'il se met sur l'éducation de ses enfants, son hommage à sa femme, le rapport qu'il a avec son père, toutes ces questions sociales avec lesquelles il a décidé de ne pas se battre, sa vision du timing à avoir dans chaque étape de la vie, ça c'est des points qui m'ont marqué. L'autre point également qui m'a marqué, c'est cette confiance que nous pouvons ou que nous devons avoir envers Dieu, envers la vie, envers l'univers, peu importe ce à quoi on croit. Cette confiance-là, cette notion de confiance, ça m'a aussi vraiment marqué dans cette conversation. Bref, j'ai adoré. Et vous, comment vous avez trouvé cet épisode? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Dites-moi tout en commentaire. Et en attendant, on se retrouve au prochain épisode.